Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio à la une de l'actualité de ce 18h. Accident mortel à hauteur du stade Dakar Arena. À bilan 3 morts, 8 blessés graves et une cinquantaine de blessés légers. Il s'agit d'une collision entre un véhicule de transport en commun et un véhicule de citerne. Les corps sans vie ont été acheminés à l'hôpital Aristide Le Dantec. Covid-19 au Sénégal et crainte autour du vaccin AstraZeneca interrompu dans certains pays européens. Le ministre de la Santé rassure les populations. Le dispositif de surveillance n'a détecté aucune anomalie. Tout se passe bien et aucune orientation spécifique visant un recul avec le vaccin n'a été notifiée par l'Organisation mondiale de la santé, selon Abdoulaye Diouf Sarr. Bonne nouvelle pour les férus de sport. Les stades seront rouverts au public dans quelques jours, mais des conditions d'organisation des compétitions seront imposées, informe le ministre des Sports, Matar Ba. Au Nigeria, environ 30 personnes sont portées disparues après l'attaque hier nuit par des hommes armés dans une école dans le nord du pays. À suivre également Info Écho pour enfin boucler cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Gueye. Marie-Rosalie Ndiaye. 3 morts, 8 blessés graves et 51 blessés légers. C'est le bilan d'un accident survenu ce vendredi à hauteur de Dakar Arena. Un véhicule de citerne d'eau et un véhicule de transport en commun sont entrés en collision. Mohamed Sougoufara, commandant de la 14e compagnie des sapeurs-pompiers de Rufisque, est avec Denisia Sambo. Donc arrivé sur les lieux, on a pu voir que l'accident concernait un véhicule de type citerne transportant de l'eau et un autre véhicule de type transport en commun, donc un bus. Donc, il s'agissait d'une collision donc, qui a fait état de 62 victimes, dont 8 blessés graves, 51 blessés légers et 3 corps sans vie. Donc les corps sans vie, tous les blessés graves ont été évacués en premier lieu vers les structures sanitaires de Dakar. Ensuite, les corps sans vie, puisqu'ils étaient désincarcérés, ont été incarcérés, donc ont été désincarcérés et mis au bord des ambulances mortuaires, donc vers l'hôpital Dantec. Et les blessés légers, puisqu'ils étaient très nombreux, on a pu donc réquisitionner des véhicules civils pour nous permettre de les évacuer le plus rapidement possible, donc vers les structures sanitaires. Voilà donc les propos du commandant de la 14e compagnie des sapeurs-pompiers de Rufisque après l'accident survenu ce vendredi à hauteur de Dakar Arena qui a fait 3 morts, 8 blessés graves et 51 blessés légers. 10 décès en 24 heures et 198 nouvelles contaminations liées à la Covid-19. 121 cas communautaires ont été notifiés, 67 à Dakar, 54 dans les autres régions. Le Sénégal totalise 951 décès, 81 961 personnes vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination. Dr Elhaj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, nous fait le point. Sur 1935 tests réalisés, 198 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,23%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 77 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres, et 121 cas issus de la transmission communautaire ont été rapportés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons 67 cas, dont 7 à Rufisque, 4 aux Parcelles Assainies, 3 à Baris, Amitié 1, Almadies, Yoff, HLM Grand Yoff, Guédiawaye et Pikine, 2 à Dieuppeul, Liberté 5, Liberté 6, Point E, Cité CPI, Ngor, Diamniadio et Keur Massar. 1 à Dakar Plateau, Médina, Colobane, Derklé, HLM 1, Liberté 1, Niary Tally, Mamel, Mermoz, Cité Djilimbay, Cité Mourtada, Nord Foire, Sicap Foire, Sacré-Cœur, Cité Soprim, Cambérène, zone de captage, Patte d'Oie et Sangalkam. Dans les autres régions, nous avons noté 54 cas, dont 17 à Thiès, 11 à Tivaouane, 6 à Kolda, 2 à Darou Mousti, Kédougou, Saly, Mbour et Tamba, 1 à Kaolack, Koki, Matam, Makka Kulip, Malicounda, Somone, Popenguine, Pout, Touba, Ndiassane et Taïba Ndiaye. 302 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 41 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 10 décès ont été enregistrés ce jeudi 11 mars
2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. À ce jour, 36 569 cas ont été déclarés positifs, dont 31 977 guéris, 951 décédés et donc 3 640 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Et puis polémique autour du vaccin AstraZeneca, le ministre de la Santé et de l'Action sociale rassure les Sénégalais. Tout se passe bien dans la surveillance, même si beaucoup de pays européens ont suspendu les injections. Abdoulaye Diouf Sarr de faire savoir qu'il n'y a pas encore de raison au Sénégal de faire pareil. Le ministre réceptionnait ce matin un lot de 25 000 doses de vaccin AstraZeneca offert par l'Inde. Abdoulaye Diouf Sarr que nous écoutons. Rassurer la population, je crois que c'est le mot qu'il faut utiliser. Notre dispositif de vaccination, que ce soit dans le cadre de la vaccination anti-Covid comme dans le cadre des autres vaccins, fonctionne avec un dispositif de surveillance de tout ce qui est pharmacovigilance. De ce point de vue, le Sénégal n'a encore relevé en la matière aucun cas qui mérite effectivement d'être posé en termes de pharmacovigilance aujourd'hui. Tout se passe bien dans le cadre de notre surveillance. Autre élément aussi, AstraZeneca est le deuxième vaccin homologué par l'Organisation mondiale de la santé. À ce niveau-là aussi, nous n'avons reçu aucune orientation spécifique pouvant nous faire donc reculer. Autrement dit, les choses se passent très bien à ce niveau. S'il y a maintenant des cas dans un pays qui militent à ce que le pays concerné prenne des dispositions, nous pouvons nous effectivement donc rassurer pour dire ni au niveau de l'OMS, ni au niveau de l'Agence européenne du médicament, encore moins ici dans notre dispositif de surveillance, il n'y a rien qui puisse effectivement donc nous inquiéter. Les choses se passent bien, nous rassurons. Il faut quand même continuer effectivement à faire confiance au système sénégalais. Il faut faire confiance à nos experts. Il faut faire confiance à notre dispositif. Nous ferons tout dans les règles de l'art pour protéger les Sénégalais. Et aujourd'hui, nous devons protéger les Sénégalais contre la Covid-19 qui tue par le vaccin qui ne tue pas mais qui protège. Le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a affirmé ce vendredi qu'il n'y avait aucune preuve de risque aggravé de caillots sanguins entraînés par son vaccin contre la Covid-19 en réaction à la suspension de son utilisation par précaution dans plusieurs pays. En fait, les chiffres sur ce type de problème médical sont beaucoup plus faibles chez ceux qui sont vaccinés comparés à ceux qui seraient attendus dans la population dans son ensemble, ajoute le groupe dans un communiqué. Et aussi à retenir que l'Organisation mondiale de la santé a donné ce vendredi son homologation au vaccin anti-Covid à dose unique du géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson. Selon un communiqué de l'agence onusienne, chaque nouvel outil sûr et efficace contre la Covid-19 est un pas de plus vers la maîtrise de la pandémie, a commenté le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sud FM, l'info, c'est ici. Suite de la tournée du député Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF se rend au siège du M23 où il rencontre le collectif Nyolank. Toutefois, la visite du leader du PASTEF au siège de FDS Les Guelwaars a été reportée à une date ultérieure. Après l'orage sociopolitique, les responsables de la mouvance présidentielle sortent de leur hibernation à Ziguinchor. La ministre Aminata Assome Diatta, la vice-présidente démissionnaire du conseil départemental de Bignona, sont les premières à retrouver la voie. Ben Michel Kanfoudi. Après la décrispation de la tension dans l'affaire Sonko Adji Sarr, les leaders politiques de la mouvance présidentielle se réveillent de leur coma politique. Les premières à retrouver la voie sont la ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta, et la désormais ex-première vice-présidente du conseil départemental de Bignona. Si la première nommée a déclaré être sensible à ce que vit son frère entre guillemets Ousmane Sonko, la deuxième a quant à elle claqué la porte de l'Alliance pour la République et a démissionné de son poste de première vice-présidente du conseil départemental de Bignona pour, dit-elle, se solidariser avec le leader du PASTEF, victime selon elle d'un complot politique. Et pourtant, ces leaders politiques étaient prompts à organiser des conférences de presse, même si c'est en rang dispersé après chaque sortie d'Ousmane Sonko, et ils guettaient le moindre faux pas du leader du PASTEF pour tirer sur lui.
Mais depuis l'affaire Sonko Adji Sarr, les leaders de Benno Bokk Yakaar et alliés de la région de Ziguinchor sont plongés dans une hibernation profonde. Si le député maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, s'est toujours arrangé pour éviter la question dans ses récentes sorties, les ténors de Benno Bokk Yakaar, Benoît Sambou, Doudou Ka, Aminata Assome Diatta, entre autres, avaient non seulement disparu des radars de Ziguinchor, mais ils étaient restés à Fon et avaient censuré cette affaire de leur page Facebook et WhatsApp. Cette même attitude a été adoptée par les jeunesses de la mouvance présidentielle qui ont déserté les émissions politiques organisées dans les stations radiophoniques locales. Elles avaient aussi fui les débats sur les réseaux sociaux. Leur seule réaction sur cette affaire a été un communiqué rendu public il y a quelques jours et sur lequel elles ont fait un appel au calme. La décrispation de cet orage politico-social va permettre aux responsables de la mouvance présidentielle qui avaient perdu la voie de retrouver leur place dans l'arène politique de Ziguinchor. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Le président d'Horizon Sans Frontières annonce son retour aux affaires après son arrestation survenue le 15 janvier dernier suite aux propos selon lesquels les 118 milliards de francs CFA de l'Union européenne destinés aux candidats à l'immigration clandestine ont été détournés. Il juge son arrestation arbitraire puisqu'il n'a fait qu'alerter l'opinion. Ismaïla Marcel Kodi. Boubacar Seye, président de Horizon Sans Frontières, annonce la reprise de son combat et interpelle l'opinion internationale sur l'aide au développement en Afrique. Il l'a fait savoir lors de son point de presse tenu ce vendredi à Dakar. J'ai repris ce combat aujourd'hui devant vous, la presse, et devant le monde entier. Mon dossier est aujourd'hui devant le Conseil européen. Alors, on ne peut plus accepter que d'honnêtes citoyens soient traités de la sorte ou maltraités parce que tout simplement, nous avons émis des questions d'ordre économique. Mais il faudra lutter contre cette insécurité juridique aujourd'hui, à laquelle du moins nous sommes tous exposés. Et j'appelle les uns et les autres à s'ériger en sentinelle puisqu'il s'agit d'une question de dignité humaine. Et c'est l'occasion d'interpeller l'opinion internationale. Il faut revoir les axes et orientations stratégiques de l'aide au développement en Afrique. Aujourd'hui, il faudra une relecture des perspectives. Il faudra un changement de paradigme pour une meilleure prise en charge des problématiques liées à cette jeunesse-là, qui est pratiquement une jeunesse perdue. Pour le président de Horizon Sans Frontières, son arrestation est arbitraire puisqu'il n'a fait qu'alerter. Aujourd'hui, dans le cadre de notre mission d'alerte, dans le cadre de la sensibilisation et aussi dans les perspectives de solutions, parce que nous avons demandé à ce que ces fonds soient tout simplement audités. Aujourd'hui, je me retrouve avec un diabète auquel je n'étais pas du tout pressenti. Mon incarcération a été arbitraire parce que j'ai rien dit de grave. Aujourd'hui, je souffre de problèmes de santé. Vous pensez que ça c'est normal? Ah mais non. Pour rappel, le président de Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, a été arrêté le 15 janvier suite aux propos tenus selon lesquels le financement de 118 milliards de francs CFA de l'Union européenne destinés aux candidats à l'immigration a été détourné. Ismaïla Marcel Koli avec le président d'Horizon Sans Frontières qui annonce son retour aux affaires après son arrestation survenue le 15 janvier. Pour Boubacar Seye, son arrestation était arbitraire puisqu'il n'a fait qu'alerter l'opinion. Signature d'une convention de partenariat entre le ministre de l'économie numérique et des télécommunications et la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide. 15 milliards de francs CFA dégagés pour financer les jeunes porteurs de projets numériques face aux exigences et à la multiplication des demandeurs. Les deux parties souhaitent aller au-delà de Dakar et de Thiès en se basant sur l'éthique et ainsi limiter les délais de traitement des dossiers. Josette Kali. L'accès au financement des jeunes ne doit plus se limiter à Dakar et à Thiès. Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide compte ainsi accompagner les jeunes porteurs de projets dans les 45 départements. Yankhoba Diattara, ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Aujourd'hui, l'objet de la convention, nous allons mettre en place des équipes mixtes qui vont collaborer ensemble pour que les jeunes porteurs de projets dans le domaine du numérique soient davantage accompagnés sur l'ensemble du territoire national. Au-delà, malheureusement, des jeunes de Dakar et de Thiès qui bénéficient de l'essentiel des financements dans le domaine du numérique. Il faut que les jeunes, partout où ils se trouvent au Sénégal, puissent avoir la possibilité de bénéficier des mêmes opportunités qu'offre l'ADR aux jeunes de Thiès et aux jeunes de Dakar. Pour une fluidité de la réception des demandes, les nouvelles technologies vont être plus incluses dans les démarches afin de réduire les délais de traitement. Nous allons par le numérique, par des plateformes, par les réseaux sociaux, tous les outils aujourd'hui modernes qu'utilisent les jeunes soient mis à contribution pour capter et réceptionner les projets des jeunes et les traiter. Faire du fast track. Vraiment le traitement rapide du dossier, l'allègement des procédures. Aujourd'hui, peut-être la durée moyenne de traitement d'un dossier
tourner autour de 3 mois. Il faut qu'on soit entre 15 et 1 mois de traitement des dossiers. Il faut un allègement des procédures. Avec la signature de cette convention de partenariat, les deux parties veulent remédier à la disparition de plus de 50% des projets dus au manque de suivi. Après les financements aussi, il y a l'encadrement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ce qu'on constate, à peu près plus de 50% des projets qui sont financés au bout de 2 ans disparaissent. Ça, il faudrait qu'on aille vers un encadrement, un accompagnement durable en matière de gestion et de gouvernance. Avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide, le ministère de l'économie numérique veut passer par les start-up pour une réactivité de l'accès au financement pour tous les jeunes, sans exception. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Au Nigeria, des hommes munis d'armes à feu ont envahi hier vers 23h30 un établissement scolaire. Au moment de l'attaque, environ 200 personnes, des élèves âgés de 17 ans et plus, et leurs professeurs ont été enlevés selon les autorités locales. Mais rapidement alertés, des troupes de l'armée nigériane à proximité sont intervenues et se sont confrontées aux bandits selon un communiqué du ministère des Affaires internes de l'État de Kaduna. Les soldats ont réussi à secourir 180 personnes, 42 étudiants, 8 membres du personnel et 130 étudiants de sexe masculin, selon le communiqué. Cependant, environ 30 étudiants, hommes et femmes, manquent toujours à l'appel, précise le ministère. Au Mali, après un second report du procès d'Amadou Haya Sanogo, chef du coup d'État orchestré en 2012, ce jeudi 11 mars, s'est tenu finalement son audition. Avant ce jour, un compromis avait été trouvé entre le gouvernement et la partie civile, matérialisé par un accord et une indemnisation des victimes. Compte tenu de cela, la défense demande au tribunal de faire bénéficier leurs clients et ses co-accusés de la loi d'entente nationale qui amnistie les acteurs de certains crimes et délits liés à la crise de 2012. Nous écoutons Maître Cheikh Oumar Konaré, un des avocats de Amadou Haya Sanogo, accusé d'avoir commandité la mort des bérets rouges à Diago Akati. Il est au micro de Sori Ibrahim Maïga à sa sortie d'audience. Les parties civiles, c'est-à-dire les parties plaignantes, ont, à travers leurs avocats, déposé dans le dossier un document portant protocole d'accord signé entre elles et le gouvernement du Mali. Au terme de ce protocole d'accord, les parties civiles ont reçu une indemnisation financière et en vertu de ce protocole d'accord, elles se sont désistées de leur constitution de partie civile dans le dossier. Ce qui signifie qu'elles ne demandent plus rien. Et si les parties civiles ne demandent plus rien, cela allège la charge passionnelle, voire juridique, du dossier. C'est ainsi que le procureur général, suivant en cela les avocats de la défense, a décidé de requérir l'abandon de toutes les poursuites contre les accusés sur le fondement de la loi d'entente nationale. Il s'agit d'une loi qui prévoit l'extinction de toutes les poursuites pour toutes les personnes qui répondent à un certain nombre de critères, et ces critères-là, nos clients, y répondent. L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, inculpé hier pour corruption et placé sous contrôle judiciaire, devra désormais se présenter à la police 3 fois par semaine et demander l'autorisation du juge pour quitter Nouakchott. Confirmant ces mesures, l'un des avocats de l'ex-président s'est insurgé contre cette procédure judiciaire nulle et non avenue, contraire à la Constitution et qui menace l'avenir de la démocratie et de la paix sociale. Tout de suite, la page des sports. Levée du huis clos des compétitions sportives les jours à venir, mais le ministre des Sports informe que rien ne sera toléré sur le respect des mesures barrières. Il annonce aussi que le Sénégal s'est retiré du tournoi de handball qualificatif pour les JO. Matarba a fait face à la presse ce vendredi. Odile Minkilan. C'est un ouf de soulagement pour le sport sénégalais. D'ici quelques jours, les stades seront ouverts au public, mais avec le respect strict des mesures barrières, selon le ministre des Sports, Matarba. Maintenant que M. le Président de la République a allégé le couvre-feu et pris la décision de lever l'état de catastrophe sanitaire,
à partir du 19 mars prochain, les conditions sont réunies pour une reprise des activités sportives suivant d'autres modalités à définir et à arrêter. Il s'agit de l'observance scrupuleuse des mesures barrières en référence au contexte de chaque discipline sportive et des conditions d'organisation de ces compétitions, distanciation physique, port du masque, contrôle des températures, utilisation du gel et du savon de façon permanente. De prendre toutes mesures permettant d'éviter la propagation de la maladie dans les lieux de compétition. De prendre les mesures nécessaires en accord avec les commissions et les services de sécurité et de santé pour permettre et faciliter le retour du public aux lieux de compétition. Il informe aussi que le Sénégal s'est retiré du tournoi de handball qualificatif au JO. Parce que nous rentrons dans une autre phase de rationalisation de nos participations au niveau des compétitions internationales. Il est temps que le Sénégal puisse réfléchir sur quelle compétition on participe. Il ne faut pas participer pour participer, mais il faut participer pour faire bonne figure, pour gagner. Nous avons un défi, c'est gagner la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Nous mettrons tous nos moyens pour arriver à atteindre cet objectif-là et ne pas éparpiller nos participations, ce qui nous rendra très faibles. Le ministre des Sports, Matar Ba, félicite Maître Augustin Senghor pour le poste de premier vice-président de la Confédération africaine de football. Un poste bénéfique pour le football sénégalais, dit-il. C'est la première fois aussi que le Sénégal occupe ce niveau de responsabilité au niveau de la gestion du football africain. On nous dira, on nous opposera, que vous étiez engagé pour la présidence, mais vous êtes au niveau de la première vice-présidence. Soit. Mais quand il n'y a rien, quand on parvient à mettre quelque chose, on doit au moins avoir la satisfaction d'avoir fait des pas qualitatifs, des pas qui nous feront respecter. Une minute de silence a été observée en mémoire des victimes des dernières manifestations. Football, Patrice Motsepe est élu président de la CAF par acclamation. L'Assemblée générale élective se déroule ce vendredi à Rabat. Les explications de l'envoyé spécial du groupe Sud Communication, Abdoulaye Thiam. Et comme vous le savez très bien, le Sud-Africain vient d'être élu par acclamation debout par les 52 membres de fédération africaine qui sont présents dans la capitale administrative et politique du royaume chérifien. Donc c'est l'information de taille qui vient tout juste de tomber, comme le stipulent les statuts et le règlement intérieur de la CAF. Qu'il n'y a qu'un seul candidat, il n'y a pas d'opposition. Généralement, on ne passe pas par vote. Donc, Motsepe est devenu, à partir de ce vendredi 12 mars 2021, le président de la Confédération africaine de football. L'autre information aussi qu'il faut donner, c'est qu'au niveau de la zone ouest B, qui concerne bien sûr le Sénégal, c'est encore des tractations entre Antonio Souaré et le candidat du Libéria, qui a décidé finalement de ne pas retirer sa candidature. En revanche, au niveau de la zone B, finalement, le Ghanéen a décidé de retirer sa candidature, ce qui a donné donc libre cours au Nigérian Djibrilou Amidou, qui vient d'être élu. Au niveau de la zone nord aussi, il faut noter que finalement, au niveau du conseil de la FIFA, c'est le Marocain Fouzi Lerja et Annie Rida de l'Égypte qui ont été élus donc comme membres du conseil de la FIFA. Là, pour les autres zones, on a entamé le vote qui se poursuit ici à l'hôtel Sofitel, d'où vous a parlé Abdoulaye Thiam, envoyé spécial du groupe Sud Communication. Sud FM, l'invité du jour. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal, SAMES, très en colère et déçu des pratiques préjudiciables à l'exercice de leur profession. Ces mots ont pour nom attaques physiques contre leur personne, refus de vaccins anti-Covid-19 à leurs agents et le retrait de leur indemnité par la direction des établissements publics de santé. Pour ces raisons, le SAMES décrète une grève de 48 heures à compter du 15 mars courant pour dénoncer un tel état de fait. Dr Diabel Dramé, le médecin-chef du district sanitaire de Sédhiou, secrétaire général de la zone Sédhiou du SAMES et membre du bureau national. Notre invité, il s'entretient avec Moussa Dramé. Docteur Diabel Dramé, bonjour. Qu'avez-vous retenu à la suite de votre réunion? Oui, on a tenu une réunion à la suite d'un communiqué du BEN, le bureau exécutif national, qui a fait beaucoup de constats et qui a décidé d'aller en grève les 15 et 16 mars prochains, donc sur l'ensemble du territoire national. Et dans le plan d'action,
il est effectivement recommandé de faire des réunions de partage et de mobilisation, donc en vue d'un respect total du mot d'ordre de grève. Et qu'est-ce qui motive justement ce mouvement d'humeur? Oui, ce mouvement d'humeur, c'est à la suite de certaines préoccupations et constats qui ont été faits. Comme vous le savez, le bureau exécutif national du SAMES a déposé un préavis de grève, ça fait plus d'1 an. Depuis, il y a l'avènement de la pandémie qui vraiment nous a empêchés de mener nos actions. Donc, il était vraiment nécessaire de contribuer massivement à la lutte contre cette pandémie. On l'a réactualisé et on a mis un préavis de grève qui a expiré depuis plus d'1 mois. Bon, malheureusement, on a senti actuellement qu'il y a un dilatoire qui ne dit pas son nom. Ceci ne nous a pas ébranlé. Il y a des constats aussi qui sont notés ces derniers temps et ceci vraiment on s'est dit qu'à un moment donné il faut arrêter. Il s'agit d'abord d'une discrimination que les médecins sont en spécialisation ont subi au niveau de leurs structures respectives dans le cadre de la vaccination anti-Covid. Ces DS, on les a omis des listes dans le recensement du personnel à vacciner. Quand on parle de personnel de première ligne, aujourd'hui on ne peut pas omettre ces DS qui actuellement occupent les hôpitaux, surtout au niveau de Dakar, et qui vraiment sont au devant de la scène dans l'offre de soins. Mais aussi les étudiants de médecine et aussi les infirmiers et sages-femmes qui sont dans les écoles de formation aussi, on les a omis alors qu'ils font leur stage au niveau de ces structures sanitaires. Donc on s'est dit qu'il ne faut pas qu'on les occulte, ils devraient être en premier comme le personnel permanent au niveau des hôpitaux, ils devraient être recensés. L'autre chose, c'est les violences physiques et verbales que subissent les médecins dans leur pratique quotidienne. Les prestataires ont subi toutes sortes de violences physiques, verbales. Est-ce que vous avez des exemples? Oui, il y a l'exemple du cas de Vélingara. Ça, je pense que tout le monde le savait, avec le médecin qui a été agressé physiquement et même verbalement. Bon, fort heureusement, il y a eu une médiation et on a laissé... Qui les a agressés et insultés aussi? En fait, ça c'est la population. Mais nous, ce que nous préconisons, c'est qu'il y ait et qu'on mette en place des dispositifs de protection. Il y a aussi ces agressions qu'on a notées ces derniers jours. Et je m'en veux pour preuve le cas qui s'est vu à Sédhiou, le saccage et le pillage de la maison du médecin-chef de région, qui de surcroît est le secrétaire général national du SAMES. Et à travers tout le pays, il y a des ambulances qui ont été attaquées, des véhicules de district qui ont été saccagés, et on ne comprend réellement pas pourquoi. Parce que là aussi, on pense que les autorités sont restées aphones par rapport à cette situation, et c'est en ce sens qu'on exige vraiment qu'il y ait des mesures de prévention. Et quel va être le prochain plan d'action? Oui, avant d'en arriver à ce problème, à ce plan d'action, il faut savoir aussi, au-delà de la discrimination de ces DS et aussi des violences, il y a aussi le fait qu'on a reçu une note du directeur des établissements publics de santé, allant dans le sens de remettre en cause tous les acquis des agents de santé en matière de primes et d'indemnités au niveau des hôpitaux. On pense que ça vraiment c'est une attaque frontale. C'est-à-dire au moment où les gens s'activent à trouver des stratégies et à s'atteler à la prise en charge dans le cadre de la Covid avec tous les risques que ça engraine, on voit que la direction nous balance des notes de cette nature. Ça c'est inconcevable et actuellement, compte tenu de toutes ces considérations, avec aussi ce dilatoire dans le cadre des négociations, on s'est dit il faut à un moment donné arrêter. Et pour cela, le SAMES a décidé d'aller en grève de 48 heures les 15 et 16 mars 2021. Mais il faut savoir que pour cette grève, ça ne concerne pas les urgences, la prise en charge des malades dans le cadre de la Covid, mais aussi les activités de vaccination. Donc toutes ces activités sont épargnées par cette grève. Bon, tout cela aussi sera couronné par une campagne de communication dénommée touche pas à mon docteur, donc et on va décliner certainement dans les plus brefs délais la ligne de conduite par rapport à cette campagne de communication. Docteur Diabel Dramé, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes le médecin-chef du district sanitaire de Sédhiou, secrétaire général du SAMES zone Sédhiou et également membre du bureau exécutif national. Place à présent au journal de l'économie avec Hapsa Elimanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. L'assouplissement du couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès a un impact positif sur les activités des vendeuses de lait, selon le président de l'association pour l'intensification de la production laitière. Momo Douba nous fait le point. Également,
sur l'importation de vaches. Effectivement, le fait d'alléger le couvre-feu, naturellement, va nous aider véritablement parce que nous produisons, mais le problème, c'est que ceux qui commercialisent, c'est-à-dire nous avons nos sœurs, nos femmes, nos épouses qui sont dans la filière et c'est la plupart qui achètent pour transformer. Et vous, ceux qui achetaient le lait, généralement le faisaient au sortir du bureau, c'est-à-dire en fin d'après-midi. Et étant donné que le souci de tout le monde, c'était de rentrer très tôt à la maison, il est clair que ça a été impacté négativement dans la production. Effectivement, je vous avais dit que nous avions tous plus ou moins ralenti la production, mais maintenant, je pense qu'avec les mesures prises par le chef de l'État, il est clair que les choses vont aller mieux ces jours à venir. Inch'Allah. Mais pour les consommateurs, ceux qui aiment le lait cru, on est en mesure effectivement de fournir. Mais ce n'est pas assez, madame. Nous n'avons pas encore la moyenne de consommation mondiale. On est très très loin de ça. Et je pense qu'avec les mesures qui sont prises par l'ANIPL, avec l'État du Sénégal, nous sommes en mesure de faire venir des animaux. Et nous sommes d'ailleurs dans cette phase-là. Et ces importations d'animaux qui sont à haut potentiel laitier vont permettre de satisfaire davantage le marché. Nous en sommes à la 3e opération d'importation d'animaux et les deux ont réuni pas moins de 2400 vaches laitières de race européenne qui sont rentrées dans le pays. Et nous avons en ce moment un projet de faire venir 1400 autres animaux, Inch'Allah, d'ici avant fin avril. Naturellement, au niveau de chaque ferme, nous avons tous évalué les pertes que nous avons subies. Maintenant, il faudrait les porter auprès de qui? Nous ne savons pas en réalité. Voilà. Mais nous avons subi effectivement des pertes liées à cette Covid-là. Quelques centaines de millions, ça certain. Mais il faudrait savoir que dans le secteur de l'élevage laitier, vous avez ceux qui sont dans l'intensif, donc les fermes intégrées, et vous avez également ceux qui sont dans l'extensif, c'est mes parents Peul, qui aujourd'hui, pour la plupart, produisent du lait, mais ne savent pas exactement quoi faire avec. Et c'est connu ça, avec cette Covid-là. C'était le président de l'ANIPL, Mamadou Ba. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 18h passé de 32 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Accident mortel à hauteur du stade de Dakar Arena, bilan 3 morts, 8 blessés graves et une cinquantaine de blessés légers. Il s'agit d'une collision entre un véhicule de transport en commun et un véhicule de citerne. Les corps sans vie ont été acheminés à l'hôpital Aristide Le Dantec. Covid-19 au Sénégal et crainte autour du vaccin AstraZeneca interrompu dans certains pays européens. Le ministre de la Santé rassure les populations. Les dispositifs de surveillance n'a détecté aucune anomalie. Tout se passe très bien et aucune orientation spécifique visant un recul avec le vaccin n'a été notifié par l'OMS selon Abdoulaye Diouf Sarr. Bonne nouvelle pour les férus de sport. Les stades seront rouverts au public dans quelques jours, mais des conditions d'organisation des compétitions seront imposées, informe le ministre des Sports Matar Ba. Au Nigeria, environ 30 personnes sont portées disparues après l'attaque hier nuit par des hommes armés dans une école dans le nord du pays. Info Echo a bouclé cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la chronique Sud Nutrition.